Bonjour à tout le monde. Nous sommes donc ici pour la séance matinale du samedi pour parler des crises et des transitions et leur effet sur les conséquences sur les médias. Je pense dans ma brève introduction que les médias dans l'Afrique du Nord, dans le monde arabe, ont commencé à changer avant ce qu'on appelle communément le printemps arabe. Il y a eu sans doute déjà deux phénomènes qui ont eu une influence sur les médias. D'une part, les télévisions satellitaires. On a deux exemples à ma droite et à ma gauche. Et puis également Internet. Les sites d'information sur Internet ont également eu des conséquences sur les médias conventionnels. Mais bien entendu, c'est avec ce qu'on appelle le printemps arabe, la révolution du jasmin en Tunisie, que les médias ont connu les plus grandes transformations. Je dirais même les transformations les plus brutales. On est passé de ce qu'on appelait une presse du style Pravda, une presse soviétique contrôlée du style soviétique contrôlée par la dictature, à ce que j'appellerais l'explosion médiatique libertaire et souvent assez désordonnée. Il n'y a rien de plus normal d'ailleurs dans une transition. Juste un exemple, un chiffre que j'ai trouvé en juillet 2011, donc au moment où se termine le régime Kadhafi, il y a eu ni plus ni moins que 130 nouvelles publications qui ont été enregistrées en Libye auprès du Conseil national de transition. Donc c'est de vous donner une idée, il y a d'autres chiffres dans d'autres pays, mais c'est une idée spectaculaire de disons, l'éclosion de la presse. Le printemps arabe a eu des conséquences non seulement sur les pays qui l'ont subi de plein fouet ou qui ont accouché de ce printemps, l'Égypte, la Tunisie, mais également sur ceux qui ne l'ont pas subi, ou sur ceux qui l'ont expérimenté à moitié. Je pense à l'Algérie ou au Maroc où il y a eu également des transformations dans la presse. Je pense notamment à la nouvelle constitution marocaine qui est un pas de plus sur le chemin de la liberté de la presse, et puis à des annonces en Algérie en 2011, au mois d'avril, sur une libéralisation notamment du secteur audiovisuel que l'on attend toujours, parce que en théorie du moins, en Algérie, le secteur audiovisuel est toujours un monopole public. Le printemps et ses conséquences sur la presse sont, à mon avis, tout à fait positives. Il y a quand même un certain nombre de questions que je me pose. La première, c'est, et j'espère que nos amis vont essayer d'y répondre aujourd'hui, la première, je me demande si il y avait, disons, des professionnels à la hauteur du défi, des professionnels journalistes à la hauteur du défi que ces pays s'apprêtaient à vivre. Je pense notamment, il y a beaucoup de journalistes qui avaient travaillé sous la dictature, et on n'a pas toujours les réflexes pour savoir travailler en liberté. J'en sais quelque chose, j'ai vu l'expérience de l'Espagne à la fin des années 70. Et puis, il y a aussi un tas de jeunes qui se sont tout d'un coup retrouvés dans les rangs des journalistes sans beaucoup de formation professionnelle. Donc, on a une presse jeune, certes dynamique, qui reprend souvent beaucoup de rumeurs. Je disais hier que parfois, on ne voit pas trop la différence entre certains articles de ce qu'on appelle la presse conventionnelle et les blogueurs. La limite, les frontières sont faibles, ne sont pas très bien tracées. On a une presse qui tombe souvent parfois aussi dans la provocation, qui ne vérifie pas suffisamment les informations. On a une presse qui fait un peu de surenchère parce qu'elle recherche l'audience et parce qu'elle cherche finalement en dernier ressort à travers l'audience d'abord la publicité et aussi l'influence en dernier ressort politique. Mais tout ceci, c'est des critiques mineures, je rappelle, par rapport au grand succès, à la grande transformation positive que vit encore la presse en Afrique du Nord. Je reprocherai encore un peu parfois aux journalistes ou à certains directeurs de journaux d'avoir tendance à
à se substituer un peu aux politiques, à donner des leçons, à dire comment il faut, non pas seulement à critiquer, mais dire également à trop vouloir dire comment on veut gérer le pays, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça me rappelle aussi l'Espagne de la fin des années 70, où à un moment donné, les journalistes qui ont accompagné la transition se sont considérés comme ministres ou comme vice-ministres, ce qui était sans doute une exagération. Mais je pense que petit à petit, le temps remettra les choses à leur place. Il y a, avec des nuances, dans tous ces pays, il y a un certain vide juridique en matière de presse qui est dangereux, selon Reporters sans frontières. Et puis, il y a aussi quelque chose que ne dit pas Reporters sans frontières, l'organisation, l'ONG basée à Paris, mais qui, moi, me semble importante, c'est qu'en général, les structures des entreprises de presse sont extrêmement faibles, extrêmement vulnérables, et donc elles peuvent facilement être soumises à des pressions de plusieurs façons, y compris à travers la publicité. Alors, j'insiste, tout cela, une fois de plus, est très positif. C'est pour cela que je suis quand même un peu étonné de voir que Reporters sans frontières, dans son classement annuel de la liberté de la presse dans le monde, place l'Algérie d'abord en tête parmi les pays maghrébins à la place numéro 125, ensuite la Tunisie en place 136 et puis le Maroc juste derrière la Tunisie qui occupe la 138e place. Ça me semble un jugement grosso modo assez sévère. Je suis peut-être un peu plus enclin à pencher du côté de Freedom House, qui est une ONG, une fondation américaine qui est à New York, qui également se penche chaque année sur la liberté de la presse dans le monde et qui disait dans son dernier rapport que la sensation de stagnation en matière de liberté de presse en Afrique du Nord et en général dans le monde arabo-musulman, mais surtout en Afrique du Nord, ne se correspondait pas trop avec la réalité. Je crois qu'ils sont plus indulgents que RSF et je crois qu'ils ont assez raison. Alors, je conclus. Le sujet, c'est donc les transitions et la crise. Ça concerne évidemment nos amis de la rive nord de la Méditerranée, mais je dirais que ça pourrait aussi concerner la rive sud, à commencer par l'Europe du Sud, à commencer par l'Espagne. Ici, il n'y a pas encore de transition, il y a déjà eu une transition, je veux dire, mais la crise est très dure pour la presse. Elle est dure, je crois, pour l'ensemble de l'Europe. Nous avons même vu en Allemagne 2 journaux qui ont fermé, le Frankfurter Rundschau qui a déposé son bilan, un très vieux journal. Et la crise est partout, elle nous frappe plus particulièrement au sud de l'Europe et ici en Espagne, elle nous frappe très durement. Dans mon journal, la chute de la publicité depuis 2007 est de 65%. Donc on se serre la ceinture. Cela a beaucoup d'inconvénients pour ceux qui, comme moi, travaillons dans la presse, mais cela a aussi un inconvénient pour nos lecteurs, c'est qu'entre autres, on raconte beaucoup moins bien qu'il y a quelques années ce qui se passe dans le nord de l'Afrique, au sud de la Méditerranée. Je crois qu'aujourd'hui, notre couverture en général, je ne pense pas seulement à l'Espagne, je pense aussi à l'Italie et même à la France, notre couverture de nos voisins de la Méditerranée est affaiblie, n'est plus aussi bonne qu'elle l'était avant. Voilà, alors je passe à vous présenter nos 3 orateurs de ce matin, ou d'abord le premier en tout cas, qui est Jörg Lau, qui est donc le correspondant diplomatique de Die Zeit, qui deviendra, alors on peut déjà le féliciter, au mois de novembre, chef du Foreign Editor, c'est-à-dire chef du service étranger de Die Zeit. Die Zeit étant j'allais dire un grand pavé, parce que c'est quand même une référence intellectuelle pour l'Allemagne et pour une partie de l'Europe. C'est le 2e hebdomadaire allemand après Der Spiegel, mais c'est quelque chose de beaucoup plus dense et de beaucoup plus profond que de Der Spiegel, et c'est un hebdomadaire qui vend pratiquement 1,5 million d'exemplaires toutes les semaines. Alors je donne d'abord, please Jörg, we're waiting for you. Thank you very much.